Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, c'est Johan, l'host de ton podcast préféré, Croyances limitantes. Et aujourd'hui, on va te permettre de te lancer ou de te donner tous les outils que tu n'as pas eu, toi, jeune, qui écoute ce podcast. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Antonin, qui est pour moi, qui est un ami à moi, mais à la fois un symbole de l'excellence autour de moi, car il a réussi à faire énormément de choses peu probables, c'est-à-dire déjà rentrer en école d'ingé en ayant un BTS et en étant en école d'ingé, ce qui est déjà très très dur, réussir à avoir une start-up et une start-up qui est incubée. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un incubateur de start-up, simplement un environnement où vous avez tout ce dont vous avez besoin en termes d'accompagnement, en termes de financement, en termes de connaissances pour bien développer justement votre start-up. Mais il faut savoir que c'est extrêmement sélectif. Sur 160 personnes, ils peuvent prendre 20 personnes. Donc, vous voyez le niveau du gars qui est assez balèze. Donc, je vous conseille vraiment de l'écouter, sachant que il n'a pas toujours été dans l'excellence. Il a eu son bac de justesse grâce un peu au Covid, comme il l'a expliqué. Donc, pour moi, c'était vraiment important de l'avoir. Et c'est vraiment la définition même de la croyance limitante. Vous pouvez avoir été la risée de votre lycée, de votre collège, de toute votre vie. Mais si vous faites les choses bien, si vous mettez les bonnes actions, vous reprenez en main, vous pouvez vraiment le faire, les gars. Et moi, je suis vraiment là pour vous donner les outils nécessaires. En tout cas, j'espère que l'affiche de cet épisode va vous plaire. Prenez des notes, ok? Pas d'écoute passive. Prenez des notes. Si vous voulez vraiment que cet épisode vous sert, prenez tout ce qu'il y a à prendre. Laissez ce qu'il y a à laisser. Voilà. En tout cas, j'espère que l'affiche vous plaît. Et moi, je vous souhaite un bon épisode. Enjoy. Bon, bienvenue sur Croyances limitantes, les gars. Aujourd'hui, je suis en présence de Antonin. Salut les gars. Donc avec qui on a pu faire un premier épisode qui était super intéressant, qui a été coupé malheureusement, alors qu'il avait pas mal de choses intéressantes à dire. Donc aujourd'hui je le reprends et on va surtout parler de sa start-up, de son côté entrepreneurial, donc ça peut être très très intéressant pour vous. En plus on a la station F, je crois que c'est l'un des plus gros incubateurs de France, C'est non? le plus gros incubateur de France, voire même certains disent du monde. Ah ouais? En gros, il y a plus de 1000 startups dans l'espace Create qui est juste à côté de nous. Donc vraiment un cadre de travail super sympa. Vraiment, tu côtoies des gens super intéressants et un cadre de travail incroyable comme tu peux le voir ici, quoi. Ok, est-ce que tu peux juste nous définir pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un incubateur pour le coup? En gros, un incubateur, du coup, là, c'est un grand incubateur. C'est comme un campus, comme on peut avoir à l'école ou des choses comme ça, où en gros, il va y avoir plusieurs programmes d'incubation. Je crois qu'il y en a à peu près une dizaine à la Station F, Mm. où en gros, sur certains critères, il y en a que c'est des concours, il y en a qui prennent seulement des boîtes dans lesquelles ils veulent investir. Il y a plein de différents business models, Mm. mais ça, tout est consultable sur Internet, tout est facilement consultable sur Station F, quoi. Ok. Et en gros, la plupart des incubateurs vont proposer un accompagnement à la création de l'entreprise jusqu'à, en gros, un peu le final, ça va être du coup la levée de fonds où Ok. des investisseurs vont investir dans ton entreprise. Euh, Ce sera un peu la fin de ton incubation. Ok. Euh, Après, du coup, certains programmes d'incubation ont un temps limite, vont vous accompagner sur 6 mois, 8 mois, 12 mois. Certains n'ont pas de limite, c'est tant que tu bosses bien, tant que tu donnes des résultats, tu peux rester. Sauf si au bout d'un moment, tu commences à avoir des employés, etc., les faire venir ici, il serait temps de prendre des bureaux. Ok. Mais du coup, c'est intéressant parce que tu as des bureaux à un prix plus bas parce que souvent l'incubateur paye pour toi en fait les bureaux, tu payes une partie bien sûr. Mm. Et en fait, tu as des coachings, tu as plein d'événements, tu as accès à un réseau, tu as accès Ok. à beaucoup de trucs. Donc si je pourrais résumer en gros ce que tu as dit, en fait un incubateur ça va être un lieu où en tant que start-upper ou entrepreneur, tu vas avoir tout ce que tu as besoin. Comme tu m'avais expliqué tout à l'heure, tu as même, pour ceux qui ne savent pas, je vais peut-être mettre les images, mais il y a un coin Apple, il y a un coin Google, et tu peux directement par exemple poser la question aux développeurs qui sont C'est ça. présents. Donc tu as tout en fait, un écosystème C'est autour ça. de toi Ouais. pour amplifier tes actions. C'est ça, en C'est fait, un- c'est pour te simplifier la vie, pour que tu te focuses sur ton projet, sur ton business. Ok. Et en fait, tous les trucs à côté
du quotidien d'un entrepreneur sont simplifiées ici grâce à l'incubateur. Ok. J'avais une question, donc on va reprendre dès le début parce que on avait été coupé dans les 30 premières minutes. D'abord, je voudrais savoir qui es-tu? Du coup, moi je suis Antonin Herles. Ok. J'ai 20 ans, bientôt 21. Je suis étudiant et entrepreneur. Mm. Je suis étudiant du coup en école d'ingénieur à Essier Paris, où je Ok. fais des études du coup d'ingénierie en informatique, euh, plutôt dans les domaines du coup d'intelligence artificielle, mais assez globalement tech et informatique. D'accord. Et du coup entrepreneur, j'ai j'ai du coup co-créé avec un ami à moi une startup qui s'appelle EcoEasyR. Et du coup, le but serait de permettre aux personnes qui ont des panneaux solaires Mm. de la revendre directement entre particuliers. Ok. Du coup, on permettrait aux personnes qui ont des panneaux solaires de devenir entre guillemets la centrale électrique de leur rue, de leur voisinage. Ok. Et du coup, en fait, c'est un projet sur lequel on travaille depuis un moment. On a énormément de R&D. Après, on est jeune, on a aussi les études à côté, donc on avance à un rythme un peu plus freiné sur à certains moments de l'année. Par exemple, quand on est partiel typiquement, etc. Mm. Mais du coup, grâce à l'Île-de-France, on a eu beaucoup de partenariats. On va beaucoup à des événements, des choses comme ça. Mm. On rencontre du monde et on a la chance aujourd'hui d'être à Station F, être accompagné par nos écoles, par plein d'organismes Mm. pour pouvoir, euh, pour pouvoir créer ce projet, quoi, pour qu'il existe un jour. Ok. J'avais une question à te poser par rapport à ton projet. Comment, du coup, toi et ton associé, vous êtes arrivés à créer ce projet? Quelles ont été les étapes, les étapes clés de la création de cette entreprise-là? Comment c'est venu? En gros, Karl et moi, on s'est rencontrés à une journée porte ouverte de notre école. Ok. Euh, et en fait, on a discuté sur nos intérêts communs, etc. Au début, pas du tout dans l'idée business. Mm. Euh, et en fait, on avait tous les deux déjà cet intérêt pour l'entrepreneuriat. On avait tous les deux ces intérêts pour la tech. Ok. Euh, du coup, Karl, il a plus un profil technologie embarquée, euh, du coup, plus énergie. Ok. Euh, Parce qu'il a travaillé chez Vinci, il, il a plus ce profil-là. Ok. Et moi, j'avais plus ce côté-là tech, pratique, où en fait, je voulais utiliser la technologie pour répondre à des problématiques, pour résoudre des problèmes, Ok. pour faciliter les choses en fait. Mm. Et en fait, c'est en discutant, en se disant, ah oui, il y a telle problématique sur l'environnement, sur l'énergie. Mm. Euh, Nous, on a rapidement parlé des panneaux solaires et on s'est dit, mais c'est vrai que les panneaux solaires, c'est intéressant, tu le rentabilises sur 10-20 ans, euh, mais comment tu pourrais donner encore plus envie aux gens d'acheter un panneau solaire? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a 78% des gens qui achètent un panneau solaire pour réduire leur facture, pour faire des économies Ok. d'énergie. Et en fait, on s'est dit, EDF, ils ont des charges, ils ont énormément de, de choses à payer, donc ils ne peuvent pas non plus acheter de l'énergie à un prix très élevé, parce que bien sûr, sinon, ce n'est pas viable pour eux. Ok. Donc en fait, la solution que nous, on a trouvée, c'est de revendre cette énergie de manière locale à des voisins. Ok. Comme on est entre particuliers, euh, le prix est plus intéressant. Donc c'est gagnant pour tout le monde. Et en fait, qui plus est, c'est de l'énergie renouvelable, l'énergie locale. Et Ok. du coup, bien sûr, en termes de volume, on ne peut pas concurrencer EDF parce qu'on n'a pas une centrale nucléaire dans notre jardin. Mais en fait, du coup, c'est ça l'idée, c'est que les Mm. gens se revendent de l'énergie entre eux et s'autonomisent aussi. Imaginons aujourd'hui, demain, il y a une crise du nucléaire, Mhm. plus personne n'a le droit de vendre du nucléaire, euh, c'est problématique. Mm. Alors que si tout le monde a investi sur des énergies renouvelables, a des panneaux solaires chez eux, arrive à alimenter son quartier, et là, Mm. s'il n'y a plus de centrale nucléaire, on y arrivera toujours demain. Ok.
Je vais rebondir sur quelques points qui étaient intéressants. Du coup, si je peux résumer en tout cas ce que tu as pu dire, toi et ton associé, vous êtes retrouvés, et vous avez parlé simplement, et vous avez vu que en parlant, vos profils se complétaient. Comme tu as dit, c'est un profil de Vinci, donc Vinci, une très grosse entreprise, et toi, un profil plus tech, donc plus technique. Et vous deux, vous avez trouvé un problème dans le marché, donc un problème que certaines personnes pouvaient rencontrer, et vous avez trouvé des solutions par rapport à ce problème-là. C'est Et ça. c'est intéressant que on aborde ce côté problème aussi, parce que souvent on parle de oui, pour travailler, il faut vraiment faire ce qui te passionne, mais on oublie que en fait, ce qui peut payer ou ce qui peut te donner du travail, etc., c'est vraiment les problématiques. Et c'est bien que tu appuies sur ce côté-là. En fait, des gens ont des problèmes, toi tu as la solution grâce à tes compétences, et entre guillemets, vous avez fait un mariage de vos compétences qui permet d'avoir ces solutions-là. Donc c'est super intéressant d'aborder ce point-là. Et en plus, ça offre des alternatives du coup intéressantes aux gens qui permettent d'être indépendantes. Donc franchement, quand je regarde le tout et quand tu me l'expliques comme ça, je comprends vraiment l'intérêt. Je comprends pourquoi aussi ici on va venir investir dans tout ça, quoi. Qu'est-ce que tu en Et penses? pour rebondir sur ce que tu dis, en gros, le but d'une entreprise, c'est d'être viable, c'est d'avoir des clients. Mm, Si tu fais quelque chose, imaginons, moi je suis passionné de plantes, mm, je vais vouloir tailler des plantes tous les jours. Sauf que en vrai, imagine, il n'y a pas de demande derrière. Si je mm, vais tailler des plantes, ça va me faire kiffer, mais ton entreprise, elle va jamais marcher parce que tu n'auras pas de clients, tu n'as rien. mm, En fait, justement, nous, on avait des intérêts, on avait des compétences. mm, On s'est dit, est-ce qu'il y a un problème? Comment répondre à ce problème? Combien de gens sont soucieux de cette problématique? mm, Parce qu'imaginons, même si il y avait par exemple 3 personnes en France qui avaient un panneau solaire, mm, et ben en fait, on n'aurait jamais pu mm. marcher, le projet n'aurait jamais marché. Bien sûr. C'est juste qu'il y a une demande qui est croissante. Mm, C'est pour ça qu'on s'est dit, ça nous plaît, c'est un domaine qui nous plaît, mm, on a envie de résoudre ce problème. Et mm. c'est pour ça qu'on a investi notre temps là-dedans. Ok, mais c'est intéressant. Vraiment, moi je pense que pour se lancer, en tout cas pour les jeunes, c'est mieux d'être problème driven plutôt que d'être drivé par simplement sa passion, tu vois. C'est bien, on a tous des choses qui peuvent nous plaire, mais comme tu as dit, c'est savoir est-ce qu'en fait ce qui me plaît, c'est demander sur le marché. Mm. Et ça, c'est une vraie question parce que je dis ça personnellement euh, par rapport à mon histoire, tu vois, par rapport au fait que j'ai été je me suis lancé dans ma passion qui était le sport, etc. Mais la réalité du terrain est bien, bien différente. Et là où il y a de la demande, c'est pas forcément ce que toi tu vas vouloir, tu vois. Et c'est pour ça que être orienté plus sur les problèmes, mais sur ton domaine de compétences. Donc c'était intéressant ce que tu as pu dire. Et j'allais te demander en fait comment tu en es arrivé là et qu'est-ce que tu as fait, mais tu as répondu à ces deux questions. Et quelles ont été les difficultés que du coup toi et ton associé vous avez pu rencontrer? Du coup, comme c'est la première fois qu'on a un projet entrepreneurial, euh, nous on avait déjà fait de l'alternance, donc on a la chance d'être étudiant, du coup, Mm. mais à la fois aussi salarié, parce que vu qu'on était en entreprise, on a un peu une connaissance du monde professionnel. Ok. Nous, on était vachement, enfin on est vachement jeunes et du coup on avait très peu de connaissances. Mm. Mais rapidement, on s'est rapproché de la chambre de commerce, des choses comme ça. Mais en fait, au début, c'est qu'on a voulu beaucoup faire tout seul, se dire ok, ça doit pas être facile, enfin c'est facile, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Mm. Et en fait, au début, on rencontrait beaucoup de difficultés euh, liées plutôt à la création d'entreprise, au juridique, des choses comme ça. Nous, on a aimé faire quelque chose comme on le voulait, mais en fait, on ne pouvait pas forcément le faire. Mm. Donc en fait, on a rencontré des gens, on a discuté. Euh, la problématique, ça a été de, en fait, de découvrir. Mm. Ça a été ça la grosse problématique. Après, du coup, on a certaines fois des contraintes de temps. En Mm. fait, nous, on fait le choix de poursuivre nos études en parallèle de la création de notre Mm. entreprise. Euh, Ça a été des fois un peu problématique parce que, par exemple, à l'incubation, on y a accès 24 heures sur 24 toute la semaine.
Sauf que nous, du lundi au vendredi, on est à l'école. Mm. Donc on vient, nous, en fin d'après-midi, on vient le soir, le week-end. C'est un vrai challenge aussi parce que c'est bon à rappeler que tu fais des études dans l'ingénierie. C'est juste ça prend du temps. C'est ça. Et en plus, tu rajoutes une start-up qui peut prendre aussi pas mal de temps. Donc c'est un vrai challenge en vrai. C'est ça. Mm. Du coup, je le positionne comme une problématique, mais en fait, ça a été un choix de notre part de se dire, on mise aussi sur le diplôme parce que c'est quelque chose qu'on a commencé et pour nous qui est important parce que tout le savoir qu'on acquiert à l'école, tu l'apprends aussi sur le terrain, mais la théorie, surtout dans l'ingénierie, je trouve ça super intéressant. Et aussi le fait que nos écoles nous poussent, nous accompagnent, sont au courant de notre projet, veulent nous aider. Si des fois je dois rater un cours pour aller à un événement ou des choses comme ça, ils sont assez compréhensibles. Donc c'est ça qui est cool. Donc c'est une problématique assez cool. Ok, c'est un bon problème on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Non mais c'est bien que tu en parles et déjà c'est bon aussi à rappeler que c'est pas facile. Juste déjà les gens, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à seulement avoir le côté ingénierie. Alors que toi, c'est comme si tu avais le mode de Nightmare dans les jeux vidéo, tu vois. C'est la même chose, mais c'est pour ça que c'est respectable, franchement, ça ne va pas être simple. Et comme tu l'as dit, après tout, c'est quand même un choix. Mais je pense que c'est un choix qui va, d'ailleurs aussi, vous challenger dans votre position d'ingénieur, tu vois. Ça va te faire te développer, et réfléchir différemment et peut-être au final, même, ça va être bizarre ce que je veux dire, mais faciliter tes études parce que tu auras cette expérience en amont. En soi, c'est complémentaire parce que les travaux que je fais pour mon entreprise, et des fois, c'est des choses que j'ai vues en cours ou alors des travaux que j'ai fait pour mon entreprise. Et après, ça va me faciliter quelque chose qu'on avait en cours. Typiquement, on a un cours de management à l'école et la plupart des gens de mon école ont plus un profil tech. Et du coup, le management, ça leur parle pas trop. Et du coup, moi, d'avoir ce côté un peu business pour l'entreprise, et dans ce module-là, en fait, c'était super simple pour moi parce que j'avais tout rencontré, les difficultés du terrain. Mais après, même sur la partie tech, je trouve que là, à l'inverse, c'était plutôt les cours qui m'aidaient pour mon entreprise. Donc en fait, c'est complémentaire, les deux se poussent. Ok. Juste, je vais revenir sur un point sur lequel on avait parlé avant, j'y ai repensé, mais c'est super intéressant ce que tu as pu dire, le fait que les deux sont complémentaires, que ce soit ton expérience théorique et pratique. Tu as aussi parlé d'accompagnement. Et ça, c'est un truc qui est sous-estimé. Tu sais, souvent, on est jeune, on se dit je peux tout faire tout seul. Sauf quand tu te prends un gros mur, tu vois, en face de toi. Et moi, je prêche ça à chaque fois. Je dis aux gens, oui, si tu as les moyens, en tout cas. Si tu n'as pas les moyens, c'est quelque chose. Mais si tu as les moyens d'avoir un accompagnement sur une activité quelconque, il faut le prendre parce que ça t'évite des chemins périlleux, ça t'évite plein d'erreurs et tu vas directement à l'essentiel parce que tu as quelqu'un qui a fait ces erreurs ou qui connaît, qui peut te permettre d'aller à l'essentiel. Donc un accompagnement, quelle est la place pour toi d'un accompagnement dans quelconque projet? Tu vois, là, on parle de manière générique, tu vois, pas forcément lié à la start-up, mais de manière générique. Quelle est la place pour toi, quelle est l'importance d'avoir un accompagnement si on peut? Pour moi, l'accompagnement, il est limite primordial parce que en fait, tu ne peux pas tout faire à la fois, tu ne peux pas te focus sur le développement de ton business et à la fois faire les démarches administratives, faire de la communication, faire le marketing de ton projet, développer tout, enfin du coup pour un projet tech, faire les algorithmes, les choses, ci, ça. À toi-même, tu y arriveras difficilement. C'est pour ça que déjà nous on est deux, donc tout ce qui est solopreneur, enfin les gens qui commencent tout seuls, énormément de respect pour eux parce que c'est vraiment pas facile. Mais après, on parle souvent de déléguer les tâches, mais ça a un coût. Après, ça peut être un investissement, mais nous, on n'avait pas forcément les moyens de recruter quelqu'un là-dessus. Après, certains font le choix de prendre des stagiaires sur 1-2 mois, du coup, qui n'ont pas besoin de rémunérer. En fait, il y a plein de solutions comme ça. On peut avoir des financements de la BPI, de French Tech, il y a plein de fonds qui peuvent t'avancer des financements si tu déposes des dossiers, etc. Donc en fait, il faut vachement se renseigner sur tous les fonds que tu peux avoir et après, du coup, réinvestir cet argent pour déléguer les tâches. Mais du coup, après, vraiment, point de vue accompagnement, en fait, c'est intéressant.
mais il y a toujours l'aspect coût, combien ça va te coûter, combien tu es prêt à investir. Un projet, tu as beau y croire à fond dans ton projet, tu n'es pas sûr que ça marche. Faire un prêt à ton nom, prendre des risques, c'est assez risqué. Je comprends que beaucoup de gens ne veulent pas le faire parce que, imagine, tu as beau croire en ton projet. Moi, j'avais discuté avec quelqu'un qui avait créé une sorte de Doctolib, mais il y a genre 50 ans de ça. Et il m'a dit, je croyais à fond dans mon projet, ça marchait vraiment sur le papier, mais en fait, c'était juste trop tôt. Et en fait, du coup, son projet n'a jamais marché. Et je ne sais pas quand est-ce qu'a été créé Doctolib, mais en fait, c'était le même projet. Et juste, c'était le moment. C'est Et fou du ça. coup, ça a marché. C'était une Et en question de fait, timing. du coup, la personne avait investi énormément d'argent. Il a dit, j'ai dû rembourser toutes ces années ce projet-là qui n'a pas marché. C'est malheureux. Tu peux te dire d'un côté, faut croire à fond dans son projet, etc. Mais en soi, c'est vraiment risqué. Donc, au début, consacrer beaucoup de son temps. Pour moi, c'est vraiment investir de son temps. Et après, si tu commences à avoir de l'engouement, si tu commences à avoir une communauté, ou même si tu arrives à faire des dossiers pour avoir des financements, là, il ne faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner, à déléguer des tâches, prendre soit un employé, soit un stagiaire que tu payes moins cher du coup qu'un employé, mais du coup qui a moins de formation. Ok. En fait, il y a beaucoup de choix à prendre en compte. Du coup, je ne peux pas dire oui ou non à l'accompagnement. C'est l'évaluer en fonction de ton besoin et aussi de ce que tu peux te permettre d'offrir en échange. Ok. Mais aujourd'hui, pour l'entrepreneuriat, il y a énormément d'accompagnements qui sont accessibles. Moi, par exemple, du coup, je suis accompagné par le réseau Pépite France. Ok. En gros, c'est un réseau d'étudiants entrepreneurs. En gros, tu dois juste attester que tu es étudiant, tu dois envoyer un certificat de scolarité. Et ensuite, du coup, tu as des oraux devant un jury où tu présentes ton projet, un peu le travail que tu as accompli jusqu'ici. C'est quand même assez faisable du moment où tu as un projet qui tient la route et que tu es réellement motivé. Ok. Et en fait, du coup, ce réseau-là, déjà, te fait rencontrer énormément d'autres entrepreneurs. Ils font toute une veille des concours. En fait, ils t'envoient des concours et ils vont te dire tu pourrais avoir un peu de financement en lien avec ton projet. Il suffit que tu t'envoies par exemple ton business model, que tu fasses un oral. Toute l'année, ils t'envoient ces résultats-là, Ok. enfin ces concours-là. Et c'est notamment grâce à eux aujourd'hui que je suis à Station F parce qu'ils ont collaboré avec un programme d'incubation et la région Île-de-France. Ils ont dit on vous propose pendant 6 mois, vous avez des bureaux chez Station F avec tout l'accompagnement qui en suit. Il vous suffit d'envoyer, nous on a dû envoyer un dossier et après on était dans les bureaux de la région Île-de-France, passer un oral devant un jury. Du coup bien sûr il y a une sélection, il faut être motivé, il faut avoir fait des bonnes recherches derrière. Parce que du coup, le jury va te questionner, il va te dire c'est quoi ton business model, est-ce que tu as des premiers clients, est-ce que tu as ci, tu as ça. Et à partir du moment où tu sais répondre, que ton idée elle a un bon potentiel, les gens ils vont forcément suivre derrière. Ok. Et du coup, là, on paye 150 € par mois pour avoir ces bureaux-là, dans un cadre de travail génial, avec tout l'accompagnement qu'on a. Franchement, ça réduit vachement le coût. Si on avait voulu se prendre un bureau, pour moi et mon associé, pour 2 personnes, vouloir rencontrer tous ces acteurs qu'on rencontre aujourd'hui, Ça aurait été très compliqué ça nous aurait coûté, à vos frais. à nos frais, ça nous aurait coûté presque 1 000 € par mois en fait. Putain, Et, c'est ouf. Hein. et du coup, là, on s'est dit que nous, notre projet, on y croyait. On a la chance, du coup, avec notre salaire en alternance, de pouvoir se payer ça. On s'est dit, on investit là-dedans. On les met, les 150 € par mois. En fait, la région Île-de-France, je crois qu'ils payent 300 € à peu près pour les bureaux. Du coup, ils nous payent déjà une grande partie. Et même, ils nous permettent déjà d'être ici. Ok. Donc, ils croient en nous et ils nous réduisent déjà le prix d'entrée. Donc, Ils enlèvent beaucoup de friction au départ. Juste, je vais rebondir sur plusieurs points déjà. C'est bien parce que tu as nuancé le propos. Tu n'as pas dit oui, il faut un accompagnement, non, il n'en faut pas. Ça va vraiment dépendre de, comme tu as dit, ta capacité à prendre des risques, ton capital aussi de départ. Si tu n'as pas beaucoup de capital, tu as du temps, donc tu peux te renseigner plus.
Ensuite, tu as abordé pas mal d'aspects intéressants quand même, le fait de se faire accompagner. Et moi, ça me fait rebondir. J'ai vraiment deux questions qui peuvent être intéressantes et deux gros clichés aussi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que, par exemple, le diplôme ne sert à rien en France, tu vois. Et moi, j'ai un avis qui est nuancé dessus. Parce que j'aimerais dire que ça dépend de la profession. Certaines professions, oui, d'autres non. Tu vois, être ingénieur, je pense que le mieux quand même, c'est d'avoir le cursus que tu as. Parce que au-delà de l'aspect certification du diplôme, tu as aussi l'accompagnement que tu as cité. Un accompagnement avec des personnes qui ont eu l'expérience, qui ont pu résoudre des problèmes d'ingénieurs. Donc il y a un tas de choses qui sont intéressantes et ce serait à nuancer. Et ça demande. Enfin, on ne peut pas vraiment simplifier cette réponse, en tout cas pour moi. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses? En France, est-ce que c'est essentiel d'avoir un diplôme ou non? Et Moi, après, j'ai une autre question. de mon point de vue, c'est important le diplôme. Pas forcément le diplôme en lui-même, mais la formation. Ok. La formation est importante. Après, justement, plus tu vas avoir un bon diplôme, plus tu es allé dans une bonne école, Mm. tu as rencontré des professeurs, des enseignants-chercheurs, tu as pu discuter avec eux. Et ça, c'est primordial. Mais en fait, c'est du réseau, en fait, pour moi, l'école. C'est là, aujourd'hui, je discute avec mes enseignants-chercheurs. Ils ont fait des thèses intéressantes, ils ont fait des recherches intéressantes, ils ont de l'expérience. Mm. Et du coup, en soi, le diplôme, le papier, c'est plus de la reconnaissance où tu vas dire j'ai été diplômé de telle grande école, telle école d'ingénieur. Euh, le diplôme en lui-même, Mm. il te sert si tu veux trouver un bon taf, des choses comme ça. Après, la connaissance, tu peux l'avoir de toi-même, faire ta propre expérience. Mm. Mais en fait, c'est un accélérateur, je trouve. C'est que là, tu vas être dans un cadre de travail, tu vas aller à l'école, tu vas y aller pour apprendre, tu vas rencontrer des enseignants-chercheurs intéressants qui vont croire en toi, qui vont t'expliquer des choses. Donc ça, je pense que je me passerai pas de formation. Ok. Euh, après, du coup, faire un master dans telle ou telle école, des fois tu vas rencontrer des enseignants qui sont moins motivés, et du coup ce sera moins intéressant et du coup tu auras peut-être l'impression d'apprendre mieux de toi-même. Mm. Euh, mais encore une fois, en fait, plus tu travailles bien, plus tu vas être dans une bonne école, plus tu vas rencontrer des bonnes personnes et du coup ça les entreprises aussi le savent et du coup vont te choisir toi plutôt qu'un autre profil parce que tu auras fait déjà ces démarches, tu auras fait ces rencontres Ok. qui vont te pousser plus loin. Donc pour toi, l'école, ça va être comme. Enfin, en fait, C'est un ce que tu es en train de. accélérateur à l'école. Ouais, voilà, exactement. Ce que j'allais dire, c'est vraiment un boost. Genre, tu peux faire sans selon toi, mais sans passer, c'est se priver de pas mal de choses, comme tu as dit. Tu as des professeurs qui ont de l'expérience, donc ils peuvent t'éviter peut-être certaines problématiques, ils peuvent mieux répondre à certaines questions. Donc, non, c'est intéressant. Et justement, là, tu as beaucoup parlé de le fait que, par exemple, l'Île-de-France soutienne beaucoup vos projets. Et moi, c'est un truc sur lequel j'ai du mal aussi en France, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, c'est pas un pays pour entreprendre, qui critiquent, enfin, on connaît, tu vois, ces positions-là, même si moi, je donne mon avis, mais la France n'est pas parfaite, aucun pays n'est parfait. Mais je pense qu'ici, en France, quand tu es jeune, en fait, les gens ne se rendent pas compte que tu as énormément d'opportunités de pouvoir développer, que ce soit une entreprise, tu as accès à des formations gratuites. Donc, certes, c'est pas parfait, mais il y a énormément de choses à apprendre et les gens ne les prennent pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses quel est ton avis par rapport à ça? Parce que justement, toi, tu es en plein dedans. Pour moi, il y a énormément d'opportunités, énormément de chances. Euh, Après, oui, j'ai souvent entendu des entrepreneurs me dire ah, moi, dès que je fais tant d'argent, je vais aller à Dubaï, je vais faire ci, je vais faire ça. Parce que l'imposition en France est moins intéressante que dans d'autres pays, etc. Mm. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'imposition est aussi grosse parce que avant, ils ont fait énormément de choses pour nous. Là, l'Île-de-France, ils payent 150 euros de mon bureau à Station F, mais c'est pas gratuitement. Ils ne peuvent pas juste les sortir comme ça. Faut bien que certaines personnes payent pour ça. Mm. Et c'est pour ça que, en fait, là, c'est important. On est étudiant, c'est important de bénéficier de ces aides. Mm. Et justement, moi, plus tard, si je paye des impôts, je serai
content de les reverser parce que c'est justement grâce à eux que j'en suis aujourd'hui ici. Ok. Après, ça peut être compréhensible. Malheureusement, certaines personnes n'en profitent pas, puis payent Ces impôts. ses impôts. Mais après, moi, j'ai aussi, enfin, de par mon éducation, beaucoup l'idée de partage de ces frais-là. C'est pas pour que Macron parte en vacances, en fait. C'est vraiment cet argent-là à être réinvesti dans d'autres projets qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas. C'est en très fait, bien que tu as fait la nuance. c'est du partage, c'est peut-être moins intéressant pour nous. Et il y en a qui vont trouver leur bonheur à partir à Dubaï, à partir à partir dans d'autres pays. Mais en fait, il faut voir après tout ce que Dubaï font pour les entrepreneurs. Après, peut-être qu'ils ont aussi des programmes, etc. Mais j'imagine que ce n'est pas aussi intéressant qu'en France. En fait, si aujourd'hui on a toutes ces opportunités en France, c'est aussi grâce aux personnes qui les financent derrière. Et en fait, c'est un business model. Bien sûr. C'est comment ça peut tourner. Oui, bien sûr, il y a certaines personnes qui doivent payer. Mais pour moi, en fait, aujourd'hui, on est jeune, il faut en profiter, il faut vraiment travailler pour. Et après, bien sûr, faut remercier en quelque sorte ceux qui nous ont aidés. Bien sûr. En fait, c'est comme si il y avait un avocat qui nous aidait à faire tous les statuts de notre entreprise et demain on lève 1 million. Ce gars-là, il nous a aidés gratuitement. Demain, je vais l'appeler et je vais lui dire maintenant j'ai les moyens, je vais te payer. Ça, pour moi, c'est la même chose en fait. Aujourd'hui, l'Île-de-France m'accompagne quasiment gratuitement ou pour très peu d'argent. Demain, j'aurai aucun souci de mon entreprise, elle aura des charges, de leur reverser cette part-là. Parce qu'ils t'ont accompagné, ils t'ont donné. En fait, c'est ça. Ce que tu voulais dire, c'est qu'en gros, quand tu n'avais pas, ils t'ont accompagné. Du coup, quand toi tu auras, tu redonneras une partie parce que ça a pu grandement t'aider. Mais c'est bien que tu es vraiment très nuancé sur ces propos-là. Après, c'est vraiment à chacun, tu vois. En vrai, chacun voit midi à sa porte. Mais moi, c'est important, en tout cas par rapport à ce podcast-là, par rapport au but du podcast, d'exposer le fait qu'en fait, tu es en France. Ou même, je vais dire, tu es dans des premières puissances du monde. Tu as accès à Internet, tu as accès à plein de choses. C'est une chance, exactement. C'est vraiment une chance de vivre à l'époque à laquelle on vit. Parce que les gens, ils pensent qu'il y a zéro opportunité, c'est faux. Il y a des nouvelles opportunités tous les jours. On a moyen de créer des compétences beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, on a les IA qui peuvent nous accélérer beaucoup de processus, tu vois. Donc en vrai, on a accès à pas mal de choses et c'est pour ça que pour moi, c'est important de l'exposer aussi. Parce que des fois, c'est aussi des choses, c'est juste qu'on ne les connaît pas, tu vois. Mais la réalité, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et il faut que vous en rendez compte, les gars. Vraiment, prenez... là, je regarde la caméra parce que c'est vraiment un vrai message. Mais vous avez l'opportunité de créer énormément de compétences, de vivre sous vos termes, d'avoir un impact dans la vie des autres. Donc, vraiment, profitez-en. Et faut s'en donner les moyens. En fait, c'est pas non plus facile. À Station Élève, j'ai passé un concours, il y a une sélection. Je crois qu'on a été 20 à être pris. Il y avait plus de 160 candidatures. Du coup, il y a 140 personnes. Elles ne l'ont pas eu. Là, je dis aujourd'hui, c'est possible, c'est faisable. Mais en fait, on a travaillé derrière, on a fait énormément de recherches, on y a consacré beaucoup de temps. Donc en fait, plus que c'est facile, c'est possible. C'est possible. Mais du coup, il faut consacrer son temps, faut aller voir les bonnes personnes. Il y a un côté chance aussi derrière. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans cette école. J'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a parlé de Pépite France. Mais après, du coup, derrière, je n'ai pas dit « Ok, ça marche, je le fais ». Non, j'ai travaillé pour, j'ai montré mon travail et c'est comme ça que j'ai réussi. C'est intéressant que tu mettes la nuance sur ça. C'est très très intéressant parce que ça fait toute la différence. C'est pas tout est dû, tu as cette opportunité-là, mais tu dois quand même te bouger le cul en fait. Tu vois. Et c'est intéressant que tu l'aies dit parce que quand même, déjà, être sélectionné sur 160, être sélectionné, vous avez dû quand même mettre du travail, de l'intention. Et non mais tu as bien raison de dire que en fait, rien ne t'est dû. Tu vois. Tu dois aller chercher les choses. La chance,
certes, enfin, moi, tu vois, j'ai un discours assez tranché sur la chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah ouais, moi, j'ai pas la chance. Mais en vrai, si tu restes La assis chance, sur tu ton la canapé, crées en fait. ouais, voilà, tu C'est ça. crées ce momentum, Mm. tu vois, Mm. cet élan qui te permet Mm. d'avoir de la chance, tu vois. Mm. Si, regarde, si tu n'avais pas été en école d'ingénierie, tu n'aurais pas eu la chance que tu as eue. Mais comment tu es arrivé en école d'ingénierie? Tu as travaillé pour, tu Ouais, vois. Donc c'est important que la chance, ça fait partie du processus, mais c'est aussi une des variantes qu'on ne contrôle pas. Donc si c'est une variante qu'on ne contrôle pas, autant se focus sur ces aspects qu'on peut contrôler. Tu peux contrôler ta fréquence de travail, ton intensité, les sacrifices que tu y mets, tu vois. Ça, tu peux contrôler et ça va attirer et tu vas avoir beaucoup plus de chances dans ton domaine, tu vois. Mais c'est bien que tu dises que, ok, tu as ces opportunités-là en France, et c'est vrai, mais tu dois quand même travailler. c'est ça. Et c'est exactement ça. Et c'est bien d'avoir cette culture du travail, cette culture de l'effort, de se dire que rien ne va forcément nous être délivré comme ça. Et on va devoir avoir sûrement de l'audace, plus de travail que les autres. Mais au final, ce sera peut-être plus gratifiant aussi. Mhm. Je sais pas ce que toi t'en penses. Parce que pour revenir sur ton parcours, simplement, est-ce que tu peux revenir, genre, pour expliquer sur cet épisode-là, d'où tu viens? Parce que les gens, je pense que vous n'avez pas conscience d'où Antonin peut venir. Il y a des gens qui peuvent se dire ah, mais toi, tu as été un télo, Ouais. c'est facile pour toi. Oh, tu as toujours été comme ci, comme ça. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux casser cette barrière limitante de dire oui, ah, c'est facile pour toi, s'il te plaît? Bah, en fait, j'ai eu un parcours standard entre guillemets. J'étais au lycée général, etc. Mais en fait, c'est arrivé seconde, terminale. euh, en fait, un peu toujours en fait standard. Je me Mm. suis dit, je vais faire un parcours scientifique parce que j'avais envie de faire ce parcours que j'ai aujourd'hui. Mais en fait, j'avais pas la motive. J'étais pas, je sais pas. En fait, j'avais cette envie-là, Mm. mais je savais, enfin, je réfléchissais pas à comment le faire. Ok. Je me disais, je disais à mes parents, plus tard, je vais être ingénieur. Mm. Mais comment? Je sais pas, on verra bien quoi. En Tu avais fait, le désir, mais pas les actions qui y allaient avec. jusque-là, je passais de classe en classe, enfin, banalement. Mm. Et en fait, arrivant en ouais, première scientifique, vraiment, je me suis pris une baffe. Mais genre, les cours de maths, bah, je révisais pas, donc je me prenais des mauvaises notes. Et en fait, ça a été un cercle vicieux de me dire, bah, j'y arrive pas. En fait, au début, je me suis dit, j'y arrive pas. Ok. Euh, donc, euh, donc, en fait, c'était de pire en pire. C'est que je me disais que j'y arrive pas, donc je voulais pas travailler. Mm. Je voulais pas travailler, donc j'avais des mauvaises notes. Euh, Sauf que bah, le bac arrivait. Et du coup, je me suis dit comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Le bac, je ne vais pas l'avoir, je vais le rater. Parce que bah, non seulement j'avais pas la motive, Mm. mais aussi bah, pendant des années, j'avais pas travaillé, donc j'avais pas pris ce rythme-là. Euh, bah, tous les rêves que je m'étais fixés, de me dire je vais être ingénieur, je vais avoir cette vie, cette vie-là, bah, en fait, toutes les portes commençaient à se fermer. Sur Parcoursup, aucune école ne me voulait parce que j'avais un mauvais dossier. Mm. Euh, le bac, bah, j'allais peut-être pas l'avoir, j'allais redoubler. Mm. Bah, c'est ce que mon père me disait, c'est un peu réveille-toi, quoi. La vie, c'est pas comme ça. Faut, Mm. faut faire des choses pour le. En fait, ça se mérite. Ouais. Et heureusement pour moi, Heureusement pour toi. bon, c'est malheureux, mais Ouais. il y a eu le Covid. Mm. Et du coup, bah, grâce aux arrondis, grâce aux notes, j'ai pu avoir mon bac. Je pense sincèrement que je ne l'aurais pas eu sinon. Attends, t'es en train de Euh. nous dire que t'as pas été un élève studieux? Non, mais- Donc, ah ouais, du coup, toi, t'as eu le bac genre très limite. Je l'ai eu à 10,05. Ah ouais. Ah ouais, c'est un truc Et, de ouf. même en gros, l'école m'avait appelé une semaine avant, parce que du coup l'école avait fermé pendant le Covid, Mm. m'avait appelé une semaine avant pour me dire Antonin, tu n'auras pas ton bac, viens faire, on organise des petites sessions de rattrapage à genre 2-3 élèves, juste vous prenez des distances pour le Covid, vous mettez des masques, etc. Et une semaine avant les résultats, j'allais tous les jours au lycée alors que tout le monde était en vacances depuis 2-3 mois, enfin Ouais. pas vraiment en vacances, mais était confiné chez eux, Mm. pour te dire vraiment,
j'aurais pas dû l'avoir. Enfin, j'ai eu la chance parce qu'il y a eu des arrondis, des choses, des ci, des ça. Et là, le jour du résultat, je regarde, je vois admissible, je me dis comment c'est possible. Je vois à 10,05, donc à 0,6 près, je ne l'aurais pas eu, quoi. Donc en fait, ça m'a servi de leçon, de me dire, bah voilà, en fait, Antonin, tu aurais pu tout gâcher, donc réveille-toi, tout n'est pas donné en fait dans la vie. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'accompagnaient, de vivre dans un bon cadre de vie. Mais en fait, bah, je me suis dit, c'est bon en fait. Ma vie, elle est cool. Mais oui, mais sauf que mes parents, ils vont pas me payer, ils vont pas me nourrir toute ma vie. Faut un jour que je fasse vraiment mon propre chemin. Et même, bah, c'est pas mon père qui va me donner du travail, c'est moi qui va créer mon travail. Attends, je peux juste rebondir sur un point, parce que c'est intéressant de ouf ce que tu as dit. En fait, je sais pas si tu t'es rendu compte, mais moi je parle beaucoup de perception dans ce podcast. Parce que la perception, c'est une chose qui est importante. Comment tu vas percevoir l'échec, comment tu vas percevoir ton environnement, les choses, ça va soit t'apporter des opportunités, soit te descendre. Et là où c'est intéressant avec toi, c'est que au lieu de te dire j'ai eu mon bac à 10, je me sens pas bien, je suis une merde ou quoi, t'es dit ah en fait là j'aurais pu ne pas l'avoir. Du coup en fait ça t'a mis une claque et tu as eu la bonne perception qui t'a permis derrière d'exceller. Parce qu'après bah, du coup tu as eu ton BTS. Après tout ça je te laisserai raconter quand même. Mais en fait ta perception a changé tes actions, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est important à dire, tu vois. C'est que ta perception, c'est vraiment important sur ce genre d'échec. Parce que pour toi, ça a été un échec. Mais au lieu de te dire, ah bah je suis une merde, bah, je resterai une merde, tu t'es dit non. Attends, là, je dois me réveiller parce que demain, ce que je viens de faire, ça peut me mettre dans une grosse merde. Parce que si mes parents ou mes supports en général ne sont pas présents, comment je fais? Donc c'est intéressant. Donc je te laisse rebondir sur le BTS après. Donc la claque. Bah du coup, ouais, ça m'a vraiment mis cette claque-là et je me suis dit, en fait… Juste n'hésite pas à me dire si le micro il rentre, on ne sait jamais. Parce que ça filme encore. Ouais, vas-y, attends, on peut regarder. Ah, c'est bon, ça filme. C'est bon, même moi, tu sais, depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder, je me dis, est-ce que ça filme? Ce serait dommage, vas-y. Du coup, après mon bac, du coup, en fait, vraiment, cette claque m'a dit, c'est pas fini. Enfin, on est encore jeune. Et de savoir bah, comment, c'est là, en fait, où je me suis dit, comment je vais réussir. Okay. Du coup, en fait, Internet, je me suis renseigné, des études que je pouvais faire, des choses que je pouvais faire. J'ai appelé des écoles, en fait, j'ai communiqué. Et du coup, j'ai trouvé ce BTS en alternance. C'était mon père qui m'avait dit essaye de regarder l'alternance parce que le fait d'être dans le monde professionnel, enfin d'avoir un pied dans le monde professionnel, ça va changer ton point de vue et ça va encore plus te motiver parce que tu vas te dire ok, le monde professionnel c'est comme ça. Et en fait, ça va te permettre à l'école de comprendre pourquoi on t'apprend ça, pourquoi on t'enseigne ça, à quoi ça va te servir plus tard. Okay. Et du coup, j'ai fait ce BTS en alternance. Et en fait, ça a été l'illumination de me dire, ok, c'est bon, il faut que je travaille. Donc, j'avais un parcours scientifique, j'avais fait un peu d'informatique, mais au début, j'y connaissais pas grand-chose. Du coup, dans la classe, je me disais, wow, les gens, ils s'y connaissent vraiment. Mais en fait, ça fait toujours un peu peur. Mais je ne me suis pas dit, c'est mort. Je me suis dit, aujourd'hui, tu es là pour le faire, quoi. Donc, en fait, j'ai travaillé à fond. Et c'est justement comme ça que en fait, j'ai réussi à être le premier de ma classe à ce BTS. Je l'ai validé à plus de 18. Juste pour appuyer ce que tu es en train de dire, les gars, un BTS en alternance, c'est plus dur qu'un BTS en initial. Parce qu'en initial, il te laisse le temps de réviser. C'est ça. En entreprise, tu as ta vie d'entreprise et tu dois te débrouiller. Du coup, en Donc plus, c'est plus dur. La moitié du temps, on n'est pas à l'école, on est en entreprise. Donc une formation sur 2 ans, en fait, on fait une formation d'1 an sur 2 ans et 1 an en entreprise.
Et le BTS, par contre, c'est vraiment le même qu'en initial. Donc on n'a pas un diplôme, en fait, on n'a pas un diplôme de BTS en alternance. On a un vrai BTS et en plus, on a l'expérience professionnelle. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as fait, en gros, à la fin, tu as le même diplôme et tu as les mêmes, par exemple, même contrôle, C'est ça. mais tu n'as pas la même éducation. Donc, c'est pour ça que je précisais aux gens que avoir un BTS, enfin 18 en BTS en alternance, c'est pas facile, tu vois. Donc, c'est pour te donner les crédits aussi, parce que franchement, c'est vrai, quand tu regardes le tout, c'est pas facile. Parce qu'il faut trouver le temps. Déjà, avoir des notes moyennes, on va dire, allez, 12-14, c'est déjà pas mal quand même en BTS en alternance. Donc franchement, non, bravo, parce que c'est passé de déjà avoir son bac de justesse à 18, c'est vraiment, il y a une progression qui est fulgurante. Et justement, bah, cette progression m'a permis après de poursuivre mes études. Moi, du coup, j'avais toujours cette idée, je me suis dit, tu vas être ingénieur, tu le seras. Et du coup, j'ai appelé plein d'écoles d'ingénieurs, je leur ai dit, est-ce que vous prenez des BTS? La plupart m'ont dit, non, nous on prend quel préparatoire, ton BTS on n'en veut pas. Okay. Et je me disais, punaise, mais moi je veux le faire. Et en fait, il y a certaines écoles qui prennent du coup des profils licence, DUT, BTS. Mais à chaque fois ces écoles-là m'ont dit, on prend des BTS, mais avec un dossier vraiment aucune mauvaise note, aucun mauvais commentaire, des choses comme ça. C'est vraiment très peu de BTS. Okay. Et du coup, j'ai candidaté dans plein d'écoles et j'avais cette école en tête, ici à Paris, où je suis aujourd'hui, qui est pas très loin de chez moi. J'y passais souvent. Le campus est énorme et du coup, c'est un peu impressionnant de me dire, waouh, c'est une grande école d'ingénieurs. Et je m'étais dit, je savais qu'ils prenaient des BTS, je m'étais dit il faut absolument que j'aille à cette école. Donc j'ai fait mon dossier, j'ai fait un CV, je suis allé voir le directeur de mon école, je lui ai dit il faut que tu me fasses une lettre de recommandation. Mais avant ça, je ne lui ai pas dit ça comme ça, cru, fais-moi une lettre de recommandation. Je me suis investi, j'ai voulu être délégué, j'ai fait plein de choses pour l'école, qui après l'école sans souci m'a rendu en quelque sorte la monnaie de ma pièce, m'a dit aucun souci, on te fait une lettre de recommandation et ça a vachement joué sur mon dossier. Mon entreprise aussi, j'avais vraiment bien travaillé avec eux en tant que salarié pendant ces 2 années de BTS. Je leur ai dit est-ce que vous pouvez me faire une lettre de recommandation pour tout le travail que j'ai fourni. Encore là, aucun souci. Et en fait, du coup, j'avais un dossier qui était génial parce que à l'école, j'avais tout donné, j'avais des super notes. J'avais une recommandation du directeur de mon école, j'avais une recommandation du chef de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et du coup, ce qui a fait que j'ai été admissible sur le dossier. Après, il y avait encore un oral. Et déjà, en fait, c'était une réussite parce que je me suis dit, là, j'ai travaillé et quand même, ils me reçoivent. Alors que il y a 2 ans de ça, avec mon bac, je leur ai envoyé ma candidature. Ils ne l'ont même pas ouverte, limite, ma candidature. En fait, ils l'ont tout de suite mis sur le côté. Okay. Et du coup, j'ai aussi réussi cet oral-là. Aujourd'hui, j'ai validé du coup ma première année, donc je poursuis toujours mon travail. Et en fait, je suis le seul BTS à être accepté de ma promotion. Okay. Donc vraiment, c'est ouf. Franchement, vraiment, c'est un je sais travail pas si toi tu t'en rends compte. Parce que moi j'appuie le truc parce que je pense que toi tu t'en rends pas compte. Et par rapport, juste pour revenir dessus, mais je vais revenir sur ce que tu as dit, par rapport au podcast, moi tu es l'une des premières personnes à laquelle j'ai pensé aussi. Parce que le podcast s'appelle Croyances limitantes. Et beaucoup de personnes qui ont pu être dans la même situation que toi, tu vois, ça peut arriver à tout le monde, d'avoir été dans l'échec ou ne pas avoir été bon à l'école. Mais toi, ça ne t'a pas empêché de viser l'excellence parce que franchement, là, c'est niveau excellence, 18, c'est ça, au BTS, c'est vraiment ouf, tu vois. Le fait aussi de rentrer dans une école d'ingé. En fait, là, je vais donner toutes les difficultés qu'il a eues pour vous dire que malgré qu'il a pu avoir tu as pu passer entre guillemets, le bac de peu, tu as eu un BTS à 18, sachant que c'est beaucoup plus compliqué. Tu es rentré dans une école d'ingé et aujourd'hui, tu as ta start-up plus ton école d'ingé à côté. Donc franchement, c'est ouf que tu
cultives autant l'excellence et que tu arrives à faire autant de choses et que pour ton parcours, tu fasses ça et que pour moi, ça casse énormément de croyances limitantes parce que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais le nombre de personnes qui décrochent l'école parce qu'elles ont plus cet objectif-là, toi, au final, tu t'es réveillé, tu avais cette direction, tu t'es dit, ok, moi, je veux rentrer dans cette école d'ingé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je sois excellent. Ok, je dois être excellent, je dois sacrifier temps, je dois prendre, comme tu m'avais aussi expliqué, des profs particuliers. Tu as fait tout un tas d'efforts qui t'ont permis aujourd'hui d'avoir les opportunités. Et pour moi, c'est totalement mérité. La personne qui vient te dire à toi, tu as eu de la chance, elle mérite une baffe. Parce que non, je rigole, mais faut se donner les moyens, c'est ça. tu t'es vraiment donné les moyens et franchement, bravo. En fait, aujourd'hui, on a des outils, on a Internet, on peut savoir un peu comment réussir. Ouais. Et en fait, après, il faut le faire. Ouais. Du coup, moi, j'ai appelé des écoles. On a la chance d'avoir des contacts de n'importe qui sur Internet. Tu les appelles, tu lui dis, moi, je veux ça, comment je fais. Beaucoup de gens te conseillent, vont t'aider gratuitement, des choses comme ça, ou vont t'aiguiller comment faire, et après, ce sera à toi de le faire. Bien sûr. Et du coup, en fait, si tu t'en donnes les moyens, tu peux quasiment tout faire aujourd'hui. Ok, j'avais une question. Il y avait une question liée à ça. C'est comment toi tu fais pour être. C'est une question que j'avais écrite en plus, mais qui est pour moi super intéressante. Parce que pour faire tout ce que tu fais, ça demande une rigueur, ça demande du sérieux. Une personne qui, un jeune par exemple, qui toujours on dit ouais t'es pas sérieux, etc. Ou qui a toujours pas été sérieux dans sa vie, comment il peut cultiver ce côté sérieux et cette excellence tu vois, au quotidien, selon toi? Quels seraient tes conseils par rapport à ça? Déjà, c'est vis-à-vis de soi-même. Enfin, pour moi, je me dois un truc. Okay. Enfin, mais que pour moi. Genre, le travail que je fais aujourd'hui, c'est pour moi. Okay. Et en gros, ce rapport à l'excellence, c'est je veux accomplir les objectifs que je me suis fixés. Okay. Aujourd'hui, là aussi, enfin, quand je regardais des vidéos, je voyais des gens qui disaient j'ai créé ma boîte, j'ai levé tant de millions en parallèle de mes études, etc. Et au début, je me disais comment les gens ils allient leur vie professionnelle, les études, leur vie familiale, sortir avec ses amis, faire un peu de sport. Je me disais, t'as jamais le temps. Mais en fait, ça prend pas tant que ça. Enfin, c'est à nuancer ce que je veux dire, mais en fait, si tu travailles, par exemple, 2 heures focus vraiment tous les soirs sur ton business, ça fait 14 heures par semaine, c'est déjà énorme. J'avais vu un truc, je crois que c'est en moyenne, les gens dans un bureau, ils travaillent 3 heures vraiment focus par jour. Et le reste du temps, en fait, soit ils cherchent un autre taf, soit ils sont sur la Redoute, ils achètent des vêtements. Et en fait, si tu as 2 heures tous les jours focus, en fait, c'est comme si tu étais limite salarié de ta boîte, tu travailles aussi bien. Après, les cours, dans les études supérieures, tu as des journées plus courtes pour que tu puisses travailler le soir, etc. Donc, juste relire tes cours, etc. Faut vraiment, par contre, être focus pendant les cours. C'est pas pendant les cours, tu te dis ah c'est cool, je m'amuse avec mes potes, je rattraperai le soir. Parce que tu sais que le soir, toi tu as autre chose, tu as ton business, tu as ci, tu as ça. Après, optimiser aussi sa vie, tu vois. Pendant longtemps, j'allais à une salle de sport, mais qui était genre une demi-heure, 1 heure de chez moi. Et du coup, en fait, je passais 2 heures de trajet pour faire du sport 1 heure et demie. Donc en fait, ça vaut pas le coup. En fait, maintenant, je vais à une salle de sport juste à côté de chez moi. Donc en fait, tu optimises ta chose. Il ne faut pas se dire que tu vas travailler 10 heures le soir, puis tu fais 8 heures de cours. Ça, bien sûr, tu ne tiens pas. Mais en fait, c'est de l'organisation et en fait, de vouloir faire des choses pour toi-même, de t'en convaincre que tu es capable et que tu le fais vraiment pour toi-même et que c'est possible. Okay. Et en fait, du coup, cette organisation-là, je ne l'ai pas eue dès le début. Comme je t'ai dit, j'allais dans une salle de sport, soit je prenais le bus, soit j'allais en voiture, mais je prenais les embouteillages. Et là, en fait, je commençais à craquer, me dire, en fait, je ne peux pas faire tout ça. Tu perds trop de temps. Tu perds trop de temps. En fait, le temps, c'est important. Oui, ça va te prendre plus de temps que quelqu'un qui fait juste ses études, mais c'est possible, en fait. Et sans ne plus avoir de vie, enfin de s'en sortir, ne plus voir ta copine, ne plus voir tes amis. Tu peux toujours faire ça, il faut trouver un équilibre.
Et en fait, pour moi, l'équilibre est important dans le sens où si j'avais plus de potes, ça n'aurait pas d'intérêt non plus ce que je fais aujourd'hui. Ou même, des fois, je pars en week-end avec ma copine. Et là, je préfère mettre mon business de côté, mes études de côté, pour profiter du temps avec elle. Parce que c'est important aussi de profiter. J'ai la chance d'avoir une copine, de passer des bons moments avec elle. Et là, il faut savoir dire, ok, là, je profite. Parce qu'on est jeune, mais en fait, c'est un équilibre. Tu sais que c'est incroyable ce que tu dis. Juste, je vais rebondir sur tous les points parce que j'ai tout retenu. Tu as parlé d'organisation, tu as parlé de focus. Moi, là où je te rejoins, c'est d'être à 100% dans ce que tu fais. Comme ça, au final, tu peux faire plein de choses. Parce que si tu es à 80% sur ça, à 50% sur ça, à 30% sur ça, au final, tu vas prendre du temps. Mais comme tu as dit, tu as organisé un temps tu optimises ton temps pour avoir le plus de temps. Et là où il y avait une notion qui était intéressante pour moi, c'est que au lieu d'avoir cette culture du work hard et tout abandonner, toi, tu as plutôt cet équilibre-là et qui, derrière aussi, te permet de faire plus de choses au final. Parce que comme tu as dit, tu as ton entreprise, ton école, ta vie de famille, tes amis et ta copine, ça fait aussi pas mal de choses, mais tu arrives à quand même concilier le tout en te disant, ok, là maintenant, c'est mon entreprise à fond. Je suis avec ma copine à fond, mes études à fond. Et c'est bien que tu parles de cet aspect, fais les choses à 100%, même quand tu dois être avec tes proches ou que tu sens que c'est pas productif, tu es à 100%. Et c'est hyper intéressant ce point-là parce que, comme tu as dit, des fois, c'est pas le volume qui compte, c'est plus la qualité de ton travail et la qualité de ta présence aussi, tu vois. Si tu es présent, je sais pas moi, à 50% avec ta copine, c'est pas la même chose que d'être présent à 100%. Mais en fait, l'exemple concret, c'est si, imaginons, tu veux, par exemple, tu veux réviser un cours. Tu as un contrôle sur 3 chapitres différents. Et en fait, tu fais un coup de chapitre là, t'en as un peu marre, tu fais l'autre chapitre. Tu fais le 3e chapitre. Et en fait, tu auras passé peut-être 2 heures, mais en fait, tu n'auras rien appris. Alors que si tu te dis, ok là, aujourd'hui, je vais faire 30 minutes le premier chapitre. Demain, je vais faire 30 minutes le 2e chapitre. Mais tu te dis, pendant ces 30 minutes, je ne décroche pas de ce chapitre, quoi qu'il arrive. Et en fait, tu vas passer, au lieu d'avoir passé 3 heures dessus, tu vas passer 1h30. Mais en fait, tu découpes toutes tes tâches. Et du coup, tu vas… En fait, moi, ça m'est arrivé plein de fois, même ça m'arrive encore aujourd'hui. Des fois, je viens ici à le bureau à Station F et j'ai plusieurs tâches, mais pas concrètes ou des choses comme ça. Je sais que je dois faire ci, ça. Et en fait, par exemple, quand je vais développer mon projet, je vais avoir un bug à un moment, chercher sur des forums, je ne vais pas trouver la réponse, ça va me saouler, je vais me dire bon, de toute façon, j'ai autre chose à faire et je vais me mettre sur autre chose. Et ainsi de suite. Je vais me mettre sur autre chose, À la fin de l'après-midi, je pense que ça nous est tous arrivé, de me dire putain, en fait, j'ai rien fait. Quand tu réfléchis, moi, j'aime bien me poser la question à la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Et dans les jours où j'arrive pas à répondre, vraiment, je passe une mauvaise soirée, je me dis, ça n'a pas été productif. C'est en fait, il faut faire une chose à la fois, avoir un temps pour tout. Et même, des fois, je vais me dire, je vais me fixer une tâche pour le jour. Mais par exemple, j'avais prévu de me faire une séance de sport après. Au lieu de ne pas faire ma séance de sport et de commencer ma 6e tâche, par exemple, de la journée, je vais préférer reporter à demain. Parce que en fait, si je me suis dit que j'allais faire une séance de sport, en fait, je vais juste faire la 6e tâche, mais je vais me dire du coup, j'aurai pas de temps de faire une séance de sport. En fait, il faut se fixer des objectifs. Il ne faut pas non plus être trop ferme. Des fois, tu vas te fixer un objectif mais qui est trop gros, et du coup, ne pas avoir peur de se dire, je le fais, mais vraiment demain. Et cette tâche, je la commence pas, je vais faire autre chose, parce qu'en fait, des fois, il ne faut pas être trop dur avec soi-même et c'est comme ça que tu vas réussir. Il faut se découper les tâches, pas se dire je vais créer un site internet aujourd'hui, ça ne sert à rien. C'est je vais faire d'abord le design de mon site, à qui mon site va être adressé. Et en fait, tu découpes en plein de tâches, les faire en un temps imparti que tu t'es fixé. Si tu n'as pas le temps de les faire, en fait, la vie continue. Demain, tu feras le reste de tes tâches, même si ça prend un peu plus de temps que tu t'étais fixé. L'important, c'est de le faire. Après, du coup, avoir un équilibre, faire du sport, voir tes amis, aller voir ta famille. Et en fait, c'est comme ça que tu vas réussir ton projet. Ok, c'est intéressant parce que
ton organisation, elle est au cœur de tout. Et j'ai l'impression que pour le coup, ce qui te permet de faire tout ce que tu fais, c'est que tu as vraiment une importance sur le focus, sur les tâches. Comme tu as dit, c'est bien aussi de définir ces tâches, de pouvoir remettre des tâches au lendemain, mais aussi de prendre du temps pour soi, tu vois. Parce que quand tu tombes dans les to-do list, tu peux facilement tomber dans le truc où ah ben non, c'est bon, la salle de sport, je skip, sauf qu'au long terme, tu vois, tu vas ressentir ce côté où peut-être tu as moins d'énergie, peut-être tu as moins de choses. Et ce qui est bien avec toi, c'est que j'ai l'impression que tu t'organises vraiment bien ton temps. Tu essayes vraiment d'avoir ce côté efficace, tu vois. Ok, je suis sur cette tâche, je suis à 100% dessus. Ok, là c'est un temps pour moi, je ne pense pas au travail. Tu vas vraiment séparer ces tâches-là et d'être focus. Et surtout aussi, ce que j'ai relevé en tout cas, moi, c'est le long terme. C'est que tu dis, on s'en fout de faire le plus aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire sur cette période de temps? C'est ça. Et au final, c'est même plus intéressant parce que tu fais plus. C'est ça. La vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Exactement. C'est bien que tu le précises, Antonin. Franchement, c'est super intéressant. Et je pense que, les gars, franchement, prenez des notes. Franchement, c'est super intéressant de tout ce qu'on a pu parler pour l'instant. Juste, je suis parti regarder le temps, on ne sait jamais. J'ai pas envie que ça arrête d'enregistrer parce que sinon j'aurais trop le seum, gros. Juste te poser une autre question. Alors, tac. En tout cas, par rapport au sérieux, j'ai trouvé ton intervention super intéressante et que ça montre qu'on peut tout faire. Il y a des sacrifices à faire, mais avec une bonne organisation, on peut concilier le tout. Parce que ce que tu me donnes, ça peut paraître impossible. En vrai, quand tu regardes sur le papier, tu te dis, mais attends, vie perso, travail, école. Mais au final, vu que tu arrives à bien organiser, tu as une bonne gestion du temps, voilà, c'est ça le terme, ça te permet de faire plus de choses. Et en fait, comme je t'ai dit, moi vraiment, je m'étais imaginé de faire tout ça. Et même au début, comme je m'y focusais pas, ça me prend énormément de temps. Et une journée, tu as 24 heures. Après, c'est important de bien dormir. On va dire 8 heures minimum de sommeil. Après, tu as les trajets parce que du coup, tu vas à l'école, tu fais ci, tu fais ça. Les temps pour manger. Et en fait, au début, tu te dis, mais à quel moment je fais tout ça? Et en fait, si vraiment tu te focuses sur un truc, tu peux réduire le temps. Et en fait, ce sera tout aussi bénéfique. En fait, faut pas se consacrer des plages horaires trop grosses parce que tu sais que tu ne vas pas tenir. Par exemple, moi je sais qu'au bout de 2 heures de taf, je suis plus productif. Du coup, en fait, tous les jours, je vais me faire 2 heures de taf pour mon projet. Okay. Parce que je sais que si je fais tout donc ça avait coupé parce qu'il n'y avait plus de batterie. Mais toujours des galères. C'est moi le chat noir en fait. Je te jure. Non, c'est moi. À chaque fois j'ai des galères, laisse tomber. Mais du coup, on disait que, je t'avais posé la question pour toi. Plus, c'est pas forcément mieux. C'est ça. Et ensuite, on avait parlé de. C'était quoi déjà Du coup, quels étaient les conseils et juste avant, qu'est-ce qu'on a pu dire? C'est que. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a pas. Faut pas travailler 3 heures pour se dire j'ai travaillé 3 heures. Okay. Il faut s'évaluer, essayer, voir quel créneau, quel temps nous correspond le mieux. Et aussi trouver un équilibre de ça ne sert à rien de travailler 3 heures si tu ne peux pas après avoir de vie sociale. Tu peux rien faire à côté, ça ne sert à rien, vaut mieux travailler 2 heures, 2 heures et demie, enfin 1 heure et demie de moins. Et profiter à côté, faire une séance de sport, aller faire un repas avec ta famille, des choses comme ça. Et en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était beaucoup plus bénéfique en fait de travailler un peu moins parce que du coup, j'étais vraiment focus parce que je me disais, je travaille que 2 heures, 2 heures c'est quoi, c'est pas grand chose. Et à côté, je pouvais faire autre chose. Donc j'avais cet équilibre qui m'a permis en fait, en travaillant moins, de produire plus. Ok. Donc au final, ce que tu veux dire, c'est que ton équilibre, toi, il te permet de ne pas te cramer et de continuer en fait sur une très très longue période de temps et du coup d'accumuler au final plus de travail. Parce que c'est bien de travailler ou de se dire ouais, je suis quelqu'un qui travaille dur et tout, mais est-ce que ton travail il est vraiment efficace et efficient, tu vois? Et c'est là où pour moi tu as totalement raison. On avait aussi parlé d'agir, je me suis souvenu.
Du coup, pour rebondir sur ce qu'on disait, Alex Hormozy, que je vous conseille tous d'aller regarder. En gros, Alex Hormozy, lui, sa philosophie, c'est qu'il veut rendre le business accessible à un maximum de personnes. Et en gros, lui, il avait parlé de faire attention au moment où tu avais une idée et au moment auquel tu agissais réellement. Tu vois. Quand on parle d'agir réellement, pour imager, c'est comme si vous allez à la piscine et que pendant des mois et des mois, vous lisez des livres sur la piscine, sur quelle est la meilleure technique de nage pour bien plonger, mais vous n'avez pas mis un petit pied dans l'eau. Et le but, c'est comme il a dit, d'agir. Pourquoi? Parce que quand vous agissez, c'est là où vous prenez vraiment de l'XP. Il faut l'imaginer un peu comme un jeu vidéo. La barre d'XP va se remplir qu'une fois que vous avez fait la chose en question. Tu vois. Donc c'est là où je suis d'accord avec toi. Les deux grandes lignes, du coup, ce serait agir, comme tu l'as dit, si je dois détailler, c'est Bien que sûr. faut commencer à un endroit. Sinon, en fait, tu vas te planifier, tu vas t'imaginer. Et en fait, à force de, comme tu as dit, tu vas lire des livres et en fait, tu vas te dire « Ah, mais c'est complexe, comment je vais faire ?» Tu auras beaucoup réfléchi et en fait, tu vas te faire des films, tu vas te dire ok, ça marche comme ça, ça marche comme ça. Tu peux peut-être même te dégoûter du truc en disant là ça commence à être long, j'en ai marre, je vais arrêter maintenant. Alors que si tu commences, par exemple, tu veux apprendre à créer un site internet ou tu veux apprendre à faire un muscle-up. Tu vas apprendre à faire un muscle-up, d'abord tu vas essayer de faire des tractions. Après, tu vas découper le mouvement. Alors que si tu regardes plein de vidéos, comment faire un muscle-up, etc. Et après, tu vas essayer de faire tu vas essayer de le faire, tu vas même pas réussir à faire la traction. Là, du coup, ça sert à rien. Alors du coup, le premier step, en gros, la première étape, ce serait agir et après approfondir. Comment je peux m'améliorer, comment mieux faire mon mouvement, des choses comme ça. Et le deuxième gros conseil, ce serait du coup la communication. Communiquer avec son entourage, demander le point de vue d'autres personnes, de son entourage, confronter un peu vos idées avec les autres, confronter une opinion, confronter une problématique que vous rencontrez. Et même ne pas hésiter à contacter des personnes qui nous inspirent, des personnes qui ont réussi quelque chose qui nous donne envie. Par exemple, si on prend l'exemple d'un podcast, contacter des gens qui font des podcasts, les gens qui font la même chose que nous, entre guillemets nos modèles, parce que souvent, très souvent même, ces gens-là sont bienveillants, vont nous répondre, vont nous conseiller. Et en fait, on a vachement cette idée-là de la personne elle a réussi. Moi, j'ai pas grand-chose à lui apporter à part ma motivation, ça va pas l'intéresser. Alors qu'en fait, on est tous passés par là, et donc les gens sont vachement compréhensibles et vont facilement nous aider parce qu'ils savent ce que c'est la galère de commencer. Et en fait, c'est primordial parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Si j'ai que mon opinion, je garde en tête mon opinion, mais en fait, j'en discute jamais avec toi. Et ça se trouve, en fait, mon opinion, il serait complètement con. Et en discutant avec toi, je vais me dire, c'est vrai qu'en fait, il n'a pas tort. Peut-être que c'est plutôt comme ça qu'il faut penser. Okay. Et en fait, c'est comme ça que tu évolues. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, pour appuyer aussi ce dont tu parles, c'est aussi important de parler à des personnes qui ont fait ce que vous voulez faire aussi et vont vous apporter, par expérience, les meilleurs conseils. Exactement. Et les conseils les plus pointus. En tout cas, ça va vous donner les axes sur lesquels vraiment appuyer. Parce que des fois, on est un petit peu trop dans notre tête. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah ça doit être bon. Alors qu'au final, quand vous parlez avec une personne, par exemple, tu dis, ouais, mais qu'est-ce que toi tu fais au quotidien par rapport à ça? Elle te dit, moi je fais ci, ça. Tu dis, ah ouais, en fait, ces tâches-là, moi je les ai pas dans ma to-do. Ou le fait de simplement communiquer, ça te permet de créer des opportunités. Et c'est pour ça que moi je suis contre la plupart des personnes qui disent, oui, je ne veux pas parler de mes projets, ça va porter l'œil. Au contraire. Ça peut, comme vous voulez, porter l'œil, etc. Bref, ça, c'est les croyances de chacun. Mais exposer ton projet au monde te permet déjà de te créer des opportunités et que le monde sache ce que tu fais. Si personne ne sait ce que tu fais, comment tu veux créer du lien, comment tu veux créer un réseau, comment tu ne peux pas vraiment exposer ton projet au monde. C'est ça. Tu vois. En fait, ce qu'on dit, c'est des généralités. Ouais, là, je dis communiquer.
Ça se trouve, tu vas parler avec un influenceur, il va te dire j'ai pas ton temps. Ouais. Ça arrive toujours. En fait, si tu contactes 100 personnes, tu auras forcément des personnes. Si tu contactes 2 personnes, oui, ça se trouve, tu n'auras pas de réponse. Mais en fait, là, il faut maximiser ses chances, contacter un maximum de personnes. Comme tu l'as dit, parler de son projet. Moi, en fait, mon projet, il marchait moins bien avant que j'en parle. Parce que moi, on m'avait dit, ouais, les gens, ils vont te voler ton idée, des choses comme ça, sans porter l'œil, des choses comme ça. Mais en fait, l'entrepreneuriat, parfois, c'est tellement une galère, c'est tellement des choses. C'est pas en parlant à quelqu'un qui va se dire, je vais me mettre dans cette galère. Le gars, je sais qu'il travaille dessus depuis des mois, voire un an. Je vais commencer maintenant. Alors que le mec, ça fait un an qu'il bosse juste parce qu'il s'est dit l'idée est bonne. Ouais. Non, plutôt le gars, il va se dire est-ce que je pourrais pas travailler avec lui. Après, il y a toujours des mecs qui se disent je vais le concurrencer. Mais bon, ça arrivera toujours. On m'avait demandé une fois en quoi quelqu'un ne pourrait pas refaire ce que je fais. Et je lui ai dit je ne pourrais jamais empêcher quelqu'un de refaire ce que je fais, mais juste moi, ce que je peux assurer, c'est que je voudrais toujours améliorer mon produit. Ok. Et du coup, en fait, il pourra juste me suivre, copier, et du coup, j'aurai toujours cette longueur d'avance. Il sera toujours Mais je ne pourrais jamais l'empêcher de faire ce que je fais. Ouais. Mais en fait, son produit ne sera jamais meilleur que le mien, parce qu'il copie juste ce que je fais, et moi, je m'améliore continuellement. Du coup, en fait, j'aurai toujours une longueur d'avance. Mais c'est intéressant que tu parles de ça aussi, du fait d'avoir peur qu'on te vole tes idées. Tout le monde a des idées, mais déjà, on va filtrer simplement. Tout le monde a des idées, qui les met en place? Peu de personnes. Juste ça te met un filtre. Personne ne va vraiment te voler tes idées parce que quand tu viens dans l'engrenage, dans l'action, en fait, ça devient plus compliqué. Et c'est toujours plus compliqué que prévu. Je vous donne l'exemple du podcast. Croyance limitante, c'est un nom que tout le monde aurait pu prendre et tout le monde peut prendre. Tu peux le prendre si tu veux même. Mais est-ce que tu vas avoir l'esprit, est-ce que tu vas avoir le message, est-ce que tu vas avoir l'impact que moi je veux? Et comme tu as dit, tu vas toujours avoir si tu réfléchis comme ça, tu vas toujours avoir une longueur moi, je vais toujours avoir une longueur d'avance parce que je serai le précurseur, j'aurai la vision. Donc, ce serait différent. Donc, oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'au final, ça peut arriver, mais même au pire des cas, ça arrive, la personne sera toujours derrière toi. Donc, au pire, parle-en et ça va te créer des opportunités, ça va te créer tout un tas de choses. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à montrer son projet au monde, à en parler, à l'assumer complètement aussi, qu'il y ait du mauvais, qu'il y ait du bon, tu assumes, tu prends la responsabilité de ton projet. Comme ça, si ça avance, c'est bien, si ça avance pas, tu as des retours et puis voilà. Mais pour finir du coup sur le message de fin, qu'on avait déjà donné tout à l'heure, mais on va le redonner. Quel conseil pratique t'aurais à donner quel conseil t'aurais à donner à Antonin qui était en train de rater son bac, enfin pas rater son bac, mais qui était dans le doute à ce moment-là, avec toute l'expérience que toi tu as pu acquérir entre-temps? Le conseil, ce serait de mettre toutes ses chances de son côté. Du coup, ce que j'entends par là, c'est se donner les moyens, travailler, du coup agir, communiquer, comme on l'a dit. Du coup, moi, je me suis renseigné sur le parcours, sur comment tout faire. Et après, je l'ai fait, justement. Parce que c'était bien beau de savoir comment j'allais le faire, mais si je ne le faisais pas, j'en serais au même point. Donc, aujourd'hui, tout ce que j'ai, je ne l'aurais jamais imaginé que je pourrais le faire il y a 3 ans. Et en fait, le message, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas se fixer soi-même des barrières. C'est en fait d'y croire et avec le travail, tout est possible. Ok, c'est un beau message. C'est un beau message de fin et que de surtout dire que c'est pas parce que tu passes par un moment compliqué que toute ta vie va être compliquée. C'est peut-être juste un moment. Et peut-être même qu'on ne se rend pas compte aussi, pour juste appuyer ce que tu dis, que en fait, des fois, les moments compliqués, c'est aussi un élan pour un bon moment aussi, tu vois. Peut-être que si tu avais… Regarde, imaginons, je te donne un contexte à la con. Je te donne Antonin, qui a réussi tout ce qu'il fait. Genre, la moyenne, il a assez pour passer. Il n'a pas passé cette barrière où il se dit, là, c'est chaud. Tu n'aurais peut-être pas été au lieu où tu étais. Donc au final, les mauvais moments peuvent être des tremplins. C'est ça. Parce qu'en vrai, quand tu regardes, peu de personnes vivent des moments où ils sont là en mode là c'est chaud, tu vois. Là c'est vraiment chaud. Ils arrivent toujours un petit peu avant où ils se disent c'est chaud mais ça va.
Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc au final, ça peut être une chance ou ça dépend de ta perception. Ouais, carrément. T'es d'accord sur ça? Tout à fait. Ok, unanime. En tout cas, merci d'avoir regardé le podcast, les gars. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le revisionner, à lâcher un like si vous êtes sur YouTube, mettre un 5 étoiles sur les plateformes, à vous abonner et à partager ce projet. Si ça vous fait plaisir, moi, ça m'apporte beaucoup de valeur. Ça ne vous coûte pas beaucoup de temps. Voilà, en tout cas, merci. Et merci à Antonin d'avoir participé à ce podcast. Merci à beaucoup. cette deuxième avec encore un petit peu de galère, mais beaucoup moins cette fois-ci. Le troisième sera encore mieux. Troisième, ce sera encore mieux normalement en pro avec On éclairage. s'améliore toujours. Toujours, on s'améliore. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et au prochain épisode. Ciao. Ciao.